Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'avenir a quelque chose à voir avec la mort puisqu'elle est ce qui viendra. En sciences sociales, le thème de la mort des sociétés humaines est au cœur des débats. La cohésion sociale en est le motif principal. Son contraire, la dissociation sociale, signe la fin des ensembles sociaux. On sait que les montages, articulations entre les dispositifs vecteurs de cohésion sociale fondateurs et complémentaires, se présentent comme les garants de la survie de ces ensembles. Cependant, ils ne parviennent pas toujours à tenir correctement leur rôle, les sociétés humaines en meurent, Solans, 2008. Le travail du chercheur doit-il s'arrêter en ce point, la mort ? Jusque-là raisonnable deviendrait-il déraisonnable, s'il s'interrogeait sur ce qui pourrait prendre la place de l'ordre des fins ? Ce n'est pas si sûr. Parler de la mort suppose que l'on parle de ses causes. Un cas de figure particulièrement intéressant pourrait se présenter. Certaines de ces causes préfigureraient ce qui va advenir. Pour en convenir, il suffit d'utiliser un vocabulaire adéquat. L'ensemble social qui retient l'attention du chercheur se reproduit de période en période. Pour aussi labile qu'il soit, il demeure essentiellement le même. Mais déjà se développe en son sein ce qui le tuera, l'autre. La mort d'une organisation sociale pourrait être provoquée par son autre, cet autre qui, en outre, la remplacera. Si ce schéma, celui du jeu du même et de l'autre, exprime correctement la vie des sociétés humaines, alors la question de leur devenir mérite d'être soumise à la raison puisqu'elle est intimement liée à un objet connaissable, l'autre en train de naître. Analyser la vie des sociétés humaines comme résultat du jeu du même et de l'autre suppose que l'on accepte quelques règles de méthode. Le terme « même » désigne un mode d'organisation de la vie collective. Le terme « autre » désigne ceux qui le tuera et le remplacera. Ce est mis à la place de l'expression « ensemble de modes d'organisation de la vie collective ». Aussi, en première approximation, parlerons-nous de l'autre en disant qu'il est un ensemble dont les composants sont des modes d'organisation de la vie collective, meurtrier potentiel du mode d'organisation observé. À la fin de l'histoire, seul l'un des composants de l'autre asphyxiera l'organisation observée et s'y substituera. On dit de ce composant qu'il est un précipité. Avant de l'être, il était un précipitable. Le passage du précipitable au précipité constitue une précipitation. Le moment de la précipitation est celui au cours duquel se révèle le meurtrier du mode d'organisation observé. En adoptant ce schéma, on reconnaît à l'autre deux propriétés. Première propriété. Si le précipitable se révèle au moment de la précipitation, c'est qu'il était inactif et donc inconnaissable avant qu'il ne précipite. Non connaissable à l'esprit de qui ? De ceux qui vivent au sein du mode d'organisation observé. Comme la précipitation intervient à la fin de l'histoire, il faut en conclure qu'au début de l'histoire, encore précipitable, le précipité n'était pas connu. Comme en outre, il est seul à précipiter, les autres composants de l'autre demeurent déprécipitables et ne peuvent non plus être connus. Pour ces raisons, aucun des composants de l'autre n'est identifiable avant la fin de l'histoire. En ce sens, ils sont indiscernables. Cela nous oblige à préciser notre vocabulaire. En effet, ces existences indiscernables ne peuvent, comme pourtant nous l'avons supposé plus haut, constituer les éléments d'un ensemble. Pour nommer les chevaux qu'elles constituent, récusant le terme d'ensemble, Cornelius Castoriadis parle de magma. Nous visons le mode d'être de ce qui se donne avant imposition de la logique identitaire ensembliste. Ce qui se donne ainsi dans ce mode d'être, nous l'appelons un magma. Castoriadis, 1975. L'autre est un magma. Deuxième propriété. Le magma n'est pas actif, sinon il serait discernable. Il n'est pas un sujet, ce qui signifie qu'il ne peut pas fournir les motifs de la précipitation. Ces derniers se trouvent donc en dehors du magma, à l'extérieur. L'extérieur crée les circonstances de la précipitation. Ainsi, parce que nous le concevons comme constitué de précipitables, le magma est nécessairement ancré sur une entité qui lui est extérieure et qui l'active. Le magma est une passion. L'ancrage d'un magma ne se réalise pas sur n'importe quel extérieur. Il n'a de sens que si l'extérieur est pour lui facteur de précipitation. Magma et extérieur constituent donc un couple singulier.
La présence du magma exige que l'on raconte l'histoire du monde en décrivant les rapports qu'entretiennent les membres de ce couple. Ce qu'il faut alors raconter, c'est la manière dont s'y prend l'extérieur pour sélectionner le précipitable qui le transformera en un champ de ruines, puis prendra sa place au moment de la précipitation. Dans le jeu du même et de l'autre, l'extérieur joue le rôle du même et le magma celui de l'autre. Ce procédé, analyse de l'ancrage du magma et de l'extérieur, définit la marge de manœuvre du chercheur. Il doit s'en tenir à la réalisation d'une sorte d'état des lieux. Les descriptions autorisées sont de deux types. Le premier type est une thanatographie. Chaque précipité constitue l'une des figures sous les traits desquelles la mort se présente. La mort, disions-nous, est ce qui viendra. La cartographie des morts auxquelles est exposé l'extérieur renseigne sur son devenir. Le chercheur en est le géographe. D'évidence, chacune des morts concevables arrive par des chemins qui lui sont propres, la thanatographie les recense. Ces chemins sont riches d'informations. Le précipité, qui ne se révèle entièrement qu'au moment où il remplace l'extérieur moribond, fait malgré tout sentir sa présence bien avant. Tout se passe comme si le précipitable qui lui est associé marquait le monde de son empreinte. Aussi à la thanatographie est associée une sémiographie, celle des signes que laissent chemin faisant les précipités en train de naître, appelés aussi naissants. La sémiographie vaut comme indicateur de la mort qui se prépare. Les marqueurs qu'elle fournit doivent permettre aux observateurs à venir de nommer le moment qu'ils vivent, nommer pour mieux voir ce qui est sur le point d'advenir. Le chercheur ne doit pas espérer outrepasser cette double description, la thanatographie et la sémiographie des naissants. Ne perdons pas de vue notre projet, la connaissance de l'avenir des sociétés humaines. Le couple même autre qui est devenu extérieur magma a été défini pour y parvenir. Étant entendu que ce qui fut nommé même ou extérieur n'est autre que l'ensemble social que l'on se propose d'étudier, quant au magma ou autre, il est le faisceau des ensembles sociaux qui s'apprêtent à le détruire. Le premier travail de celui qui s'interroge sur l'avenir d'une organisation sociale consiste à recenser l'ensemble des précipités. Cet ensemble est composé de toutes les organisations sociales susceptibles de remplacer celles qu'il étudie. Nommés précipitables, ces précipités fournissent une image du magma, thanatographie. Le magma finit par tuer. Les chemins que la mort emprunte forment des familles, chacune attachée à sa propre destination, ou précipitée. Le second travail doit permettre de les décrire. Ces descriptions révèlent l'existence de marqueurs, événements qui qualifient une famille de chemins. Les marqueurs nomment le naissant, sémiographie. Si la logique du même et de l'autre est à l'œuvre dans toutes les sociétés humaines, la connaissance de leur avenir passe par l'exécution des travaux listés ci-dessus. Mais est-ce bien cette logique qui est à l'œuvre ? Les sociétés humaines et l'avenir. Ce que nous avons à dire concerne les êtres humains. Difficile de le faire sans se prononcer sur leur nature. Hypothèse est faite qu'ils ne sont pas des individus. Ils ne sont donc pas dotés de cette intériorité imperméable au social, qui est faite de l'attirail des capacités qui rendent possible l'action. Ils s'en trouvent hébétés. Hypothèse complémentaire, il faudrait dire axiome. Ils ont du goût pour les exercices d'admiration, Sioran 1975. Il faut donc les imaginer immobiles bien qu'en état d'attente dense, prêts à bondir vers l'admirable. Ils restent dans cet état aussi longtemps que ce dernier ne se présente pas, et se mettent en mouvement dès qu'il apparaît. Mais puisqu'il n'est pas dans la nature des êtres humains de décider à titre individuel, de ce qui mérite d'être admiré, la présentation de l'admirable vient d'ailleurs. La matrice de l'admirable n'est autre que l'ensemble social dans lequel ces humains vivent. Ils secrètent des mots dont la fonction est de désigner l'enviable. Cette ruche de mots est reçue comme une injonction. Nous nommerons valeur, l'un de ces mots injonction, tout simplement parce qu'il dit ce qui a de la valeur. La valeur donne du sens à la vie. Grâce à elle, les humains connaissent les gestes admirables, ceux qui les valorisent de réaliser. Ces gestes en deviennent leur objectif, ce qui les met en mouvement. Le terme geste renvoie à deux pans de la réalité. Il désigne tout d'abord l'ensemble des composants d'une opération, celle qui consiste à manger, à titre d'exemple. Il désigne aussi des manières de faire, manières de table, à titre d'exemple. La valeur classe en deux catégories les gestes opérations, ceux qui valent et ceux qui ne valent pas.
Les premiers admirables sont signes d'excellence, les seconds de peu d'intérêt reflètent l'insignifiance. Quant aux gestes manières de faire, ils font eux aussi l'objet d'un classement. Les bonnes manières valorisantes s'opposent aux mauvaises manières dévalorisantes. Les mots qui décrivent les manières de faire constituent un registre. Si on fait équivaloir manière de faire, mœurs et morale, le registre contient l'exposé de la morale. La valeur fonctionne comme un définisseur de règles, règles de l'excellence par le biais des gestes opérations, règles de la bienséance par le biais des gestes manières de faire. Cependant, les effets de son existence ne se limitent pas à ce champ. La valeur contient une définition de l'humain. En effet, si des opérations et des manières de faire font l'objet d'un classement, c'est parce qu'elles sont considérées comme dignes d'être accomplies par des êtres humains. D'autres gestes ont été laissés dans l'ombre. La raison en est qu'ils ne renvoyaient pas à la valeur ou pire encore, qu'ils heurtaient les principes qu'elle contient. Ces gestes, indignes, dessinent le territoire de l'inhumain. Cela n'est pas sans conséquence. Dans la mesure où la valeur dit l'humain et l'inhumain, elle dit aussi le juste et l'injuste. La définition du juste est déduite de celle de l'humain. Le monde est juste lorsque les êtres humains sont considérés et traités comme tels. Grâce à la valeur, tous les membres de l'ensemble social savent ce qui est humain, ils savent donc ce qui est juste. Les mots qui disent cela, parce qu'ils codifient le juste et l'humain, constituent un code. Ainsi, la valeur donne le sens, le registre les règles de la morale, le code fixe les traits de l'humain. Valeur, registre et code sont les trois parties d'un système de mots que nous nommerons texte. C'est le texte qui rend les êtres humains capables d'action. L'examen de cette partie du texte qu'est le code révèle des pistes susceptibles de faciliter l'enquête qu'il faut mener, quand on veut lever le doute inhérent aux interrogations sur l'avenir des sociétés humaines. Pourquoi seraient-elles mortelles ? Lorsque les membres d'un ensemble social vivent dans des situations qui leur paraissent injustes, ils s'estiment traités de manière inhumaine, ce qu'ils jugent inacceptable. Aussi, dans ces moments, la dissociation sociale est-elle à l'ordre du jour. À l'inverse, tant que la justice règne, la cohésion sociale est assurée, l'ensemble social ne court pas le risque de se dissoudre. Ce n'est qu'au cas d'injustice que ce risque fait l'actualité. On déduit de cela qu'il existe des situations dans lesquelles l'ordre social n'est pas menacé par la mort. On appellera domaine de viabilité l'ensemble de ces situations. On nommera frontières les situations porteuses d'un danger de disparition. Chaque ensemble social est doté d'un domaine de viabilité bordé par des frontières. Une image. Le domaine de viabilité n'est pas un espace homogène, il est constitué de plusieurs régions. On appelle cœur du domaine de viabilité l'ensemble des situations dans lesquelles les promesses du texte sont tenues exactement. Les récompenses que chacun attend, il les reçoit comme convenu. Ce lieu privilégié ne recouvre pas le domaine de viabilité dans son intégralité. Il est d'autres régions dans lesquelles les promesses sont imparfaitement tenues. Personne ne crie encore à l'injustice, mais certains perçoivent déjà du désagrément. Ce dernier augmente d'évidence à l'approche des frontières. Une image. Au-delà du cœur, lorsque l'ensemble social s'approche des frontières de son domaine de viabilité, la tendance est à la contestation puis à l'abandon d'un texte qui ne tient plus les promesses de justice et d'humanité dont pourtant il se pare. Si la collectivité atteignait les frontières, le texte serait rejeté, de nouveaux textes verraient le jour. Frontières franchies, l'un d'eux s'installerait. Tout ceci peut être dit autrement. Le domaine de viabilité est l'espace où se déploie le mème, il est le lieu où il exprime son texte. On notera que chaque mème a son propre texte. Au dehors de ce domaine, au-delà des frontières, campent des textes différents. Ils sont l'autre du mème. Ils ne le sont pas seulement parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils se manifestent à l'intérieur même du domaine de viabilité et finissent par étouffer le texte jusque-là dominant. Le graphique ci-après est une carte de voisinage. On peut y voir le vivant, domaine de viabilité, et les assassins qui le cernent, les autres. C'est sous cette forme que se présente la thanatographie. L'autre est toujours là, même caché dans le cœur. Il est ce magma constitué par tous les textes latents, non exprimés mais présents. Ce qui sur le graphique ci-dessus est noté, autre 1, autre 2, autre 3, autre 4, sont des précipitables constituants du magma. Ce sont eux qui rongent le texte dominant jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'impose. Et l'on se trouve alors ailleurs. La mort est au cœur de la vie des sociétés humaines.
Les propos qui précèdent autorisent les êtres humains à appliquer leur raison à l'étude de l'agonie des sociétés dans lesquelles ils vivent, ainsi qu'à la découverte de celles qui les remplaceront. Certes, le concept de magma contient l'idée selon laquelle tout ne peut être connu, certains traits réservent la surprise de leur existence pour le moment de la précipitation. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà écrit, la bonne question n'est pas « peut-on connaître l'avenir des sociétés humaines ?» mais que peut-on savoir de l'avenir de ces sociétés? Et l'on peut en savoir suffisamment pour qu'en la matière, il ne soit pas excessif de parler de connaissance. À ce titre, réfléchir par exemple sur l'avenir du capitalisme et sur l'après-capitalisme ne constitue pas une entreprise déraisonnable. Ajoutons que le travail que l'on vient de réaliser offre à la raison quelques prises susceptibles de faciliter sa progression. Comme nous le savons, elle doit arpenter deux champs, le magma thanatographie, l'empreinte laissée par les naissances hémiographie. Le magma n'est autre que la collection des ensembles sociaux qui attendent derrière les frontières. Pour décrire cette collection, il suffit de se reporter au Code. Il fournit la liste des frontières et du type d'injustice dont chacune est porteuse. Or, ce qui attend derrière les frontières est la réponse apportée à l'injustice. Quant aux traces, sémiographie, elles sont les dépôts que laissent derrière eux les mouvements qu'effectuent les ensembles sociaux à l'intérieur de leur domaine de viabilité. Ces mouvements sont polarisés par les frontières qu'ils visent. En révélant la forme particulière que chaque frontière impose aux traces, on obtient le résultat souhaité. On le voit, le procédé qu'il convient de mettre en œuvre afin de résoudre le problème posé se précise. Le texte, valeur, registre et code en constitue l'élément central. Il est un réseau de mots dont l'ordonnance est dictée par l'un d'entre eux, la valeur. Nos hypothèses lui offrent une expertise particulière, le texte fait l'esprit. Où placez-vous l'esprit? Il y a deux réponses qui s'offrent à nous. Dedans selon les héritiers mentalistes de Descartes, de Locke, de Hume et de Maine de Biran. Dehors selon les philosophes de l'esprit objectif et de l'usage public des signes, comme l'ont soutenu par exemple Peirce et Wittgenstein, Descombes, 1995, ou encore, les personnes manifestent dans leur conduite un esprit, mais le contenu de ce qu'elles manifestent est pour une bonne part impersonnel. Le concept d'intention nous invite à loger l'esprit dans un sujet des intentions, une tête, mais nous découvrons bien vite que ce n'est pas là sa place. C'est plutôt le sujet qui, pour acquérir un esprit, doit être placé dans un milieu spirituel, Descombes, 1996. Les hypothèses relatives à la nature humaine, sous lesquelles la réflexion est ici placée, nous classent du côté de ceux qui pensent que l'esprit n'est pas situé dans nos têtes, mais à l'extérieur. Nous savons où il réside, dans le texte. C'est lui qui donne de l'esprit. Ce que nous prenons pour notre dedans est en fait le dehors. La philosophie le sait bien sûr, mais la littérature aussi. Pierre Michon parle de Joseph Roulin, facteur arlésien ami de Vincent van Gogh. La République était une chose féroce. Et qu'il aimait cette sauvagerie impeccable, cette promesse de plumes noires, de noms à rayer, voilà surtout ce qui jadis avait estomaqué le bon petit Roulin. Comment cela se fit? Il n'est pas sorcier de le deviner. L'image de Gavroche n'en finissant pas de bondir ou de tomber, la haute barricade et la petite cocarde dans un livre dépenaillé, le nom des Trois Glorieuses, ces ondits héroïques où des blouses décidées arrêtaient l'apostrophe, élan énorme des cuirassiers et debout dans le soir, les manteaux blancs de ceux-ci, le drapeau écarlate de celle-là face à face frissonnant. Cela lui fit une vie intérieure avec laquelle il épousa et engrossa Augustine, cajola et engueula Armand, Camille et Marcel issus d'Augustine, eut un jardinet ou binet délétu, Michon 1988. Convenons-en, nous sommes, selon la formule de Pierre Legendre, des enfants du texte. Les êtres humains sont des corps éclairés par les mots dont ils sont ensemencés. Le texte occupe une place déterminante dans l'analyse. La valeur et le registre, en orientant l'activité humaine, commandent les mouvements qu'effectuent les ensembles sociaux à l'intérieur de leur domaine de viabilité. Le code fait connaître le magma. En outre, parlant des frontières, il parle aussi des traces. La connaissance de l'avenir des sociétés humaines se déduit du texte qui les anime. La première partie de cet ouvrage lui est consacrée. Titre 1 texte. Les êtres humains, lorsque la même valeur les anime, deviennent partenaires. Cela ne suffit pas pour que la vie sociale se réalise. Encore faut-il que les actions nécessaires à la survie du groupe soient effectuées. Que sont ces actions? Nous choisirons de dire axiome supplémentaire,
qu'elle se manifeste dans deux champs, celui de l'approvisionnement et celui de la reproduction. Le terme approvisionnement désigne l'ensemble des gestes que les membres de la collectivité doivent accomplir pour obtenir ce qui est nécessaire à la satisfaction de leurs désirs. L'accomplissement de ces gestes débouche sur la livraison d'un peuple de produits. Les gestes qui, par l'utilisation de ces produits, visent à satisfaire les désirs, ne relèvent pas de l'approvisionnement, ils lui font suite. Le terme reproduction désigne une autre série de gestes. Il s'agit de ceux qui concernent la procréation et la participation à l'autonomisation des petits d'hommes, dont on sait qu'ils naissent dépendants. Il était possible d'utiliser d'autres termes pour désigner ce champ, maternité ou maternage notamment, mais ils étaient trop fortement connotés par le genre. Dans chacun de ces champs, 2 places sont offertes aux membres de la collectivité. En ce qui concerne l'approvisionnement, la première place est caractérisée par un droit spécifique. Ceux qui l'occupent sont habilités à mobiliser la force de travail des autres. Ils seront qualifiés de dominants. L'autre place est celle des dominés, place occupée par ceux qui attendent que les dominants mobilisent leur force de travail. Dans le champ de la reproduction, les membres de la collectivité sont aussi répartis selon 2 places. La première est réservée à ceux qui sont habilités à reproduire, les reproducteurs, la seconde aux non-reproducteurs. Le droit de faire et son inverse, l'interdiction de faire, structurent les 2 champs. Aucun des membres de la collectivité n'échappe au classement défini, en rapport avec ces places. Chacun fait l'objet d'un double classement, un dans le champ de l'approvisionnement, et un autre dans le champ de la reproduction. D'évidence, il est impossible d'être à la fois dominant et dominé, comme d'être à la fois reproducteur et non reproducteur. Dans un champ, on ne peut occuper simultanément les 2 places. Pour cette raison, la population est nécessairement répartie entre les 4 places présentées par le tableau ci-après. La définition des places permet d'introduire dans l'analyse un concept nouveau, celui de forme sociale. Forme sociale. Nous avons dit des êtres humains qu'ils ont du goût pour les exercices d'admiration. Ce goût ne les conduit pas à tout admirer, au contraire. Celui qui admire met en lumière ce qu'il juge admirable et rejette dans l'ombre ce qui ne l'est pas. Les membres de la collectivité exercent cette faculté, celle d'admirer, au sujet des places qu'ils occupent. Ils désignent celles qui sont admirables et celles qui ne le sont pas. L'opération qu'ils réalisent consiste à imposer un ordre de préférence sur l'ensemble des places. La relation de préférence est exprimée grâce à l'expression « strictement préféré à ». On la notera P d'un point de vue purement formel. Les places ainsi ordonnées s'intègrent dans une formule. Un exemple. La formule RPNPNPR correspond à l'expression « le reproducteur dominant est strictement préféré au non-reproducteur dominé », lequel est strictement préféré au non-reproducteur dominant, lequel est strictement préféré au reproducteur dominé. Dans la suite de l'ouvrage, nous retiendrons les formules dans lesquelles seules 2 places apparaissent. Le nombre de formules concevables est présenté dans le tableau ci-après. Après élimination des formules insensées, du type RPR ou encore NPN, pas de reproducteur, il reste 10 formules. Chacune correspond à une forme sociale. Nous nommons forme sociale un ensemble ordonné de places, défini par les droits reconnus aux membres de la collectivité dans les champs de l'approvisionnement et de la reproduction. Quand les formes sociales sont constituées de 2 places seulement, elles sont au nombre de 10. La population qui compose chacune des 10 formes sociales précitées est divisée en 2. Une partie occupe la place située sur l'échelon le plus élevé de l'ordre de préférence, l'autre partie occupe la place située sur l'échelon le plus bas. Nous nommerons excellents les premiers. En effet, il n'existe pas de position préférable à la leur, ils représentent ce qui se fait de mieux sur Terre, ce qu'ils disent et ce qu'ils font signalent leur excellence. À l'inverse, les membres de la collectivité qui se trouvent au bas de l'ordre de préférence collectif sont invisibles, la lumière éclaire les seuls excellents. Nous les nommerons insignifiants. La parole de Pierre Bergogneau dit exactement ce que sont les excellents, des êtres qui ne nous ressemblaient pas, puissants, fastueux, clairvoyants, biendisants sous d'autres cieux, Bergognox 2016. Les formes sociales dans lesquelles la population est distribuée selon la catégorie des excellents et celle des insignifiants sont des formes sociales hiérarchisées. Le terme catégorie,
que l'on vient d'utiliser pour désigner les deux parties de la population, est trop imprécis pour être conservé. Dans la mesure où les places sont classées, elles seront nommées classes. Les classes sont des regroupements qui résultent de la partition effectuée sur la population, en fonction du critère d'excellence. Elles sont la marque des formes sociales hiérarchisées. Ces dernières abritent deux classes et deux classes seulement, la classe des excellents et celle des insignifiants. Dans la suite de cet ouvrage, nous étudierons uniquement les formes sociales hiérarchisées. Au sein de chacune d'elles lève un texte qui lui est propre, notre travail consiste à le découvrir. Le chapitre qui suit est consacré à l'étude de la structure des textes, ce qui lui succède à la cohabitation de plusieurs textes au sein d'une même forme sociale. Chapitre 1. La structure des textes. Retour en arrière, la valeur, le registre et le code sont les composants des textes. Ces derniers sont des systèmes de mots, engendrés par l'un d'entre eux, la valeur. Cette caractéristique des textes exige que la présentation de leur structure s'ouvre par l'étude de la valeur. La valeur. Commençons par consigner les êtres humains dans les places qu'ils occupent, sans qu'ils puissent se référer à la forme sociale à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent admirer autre chose que cette place et ce qui la définit. Ainsi, ceux qui sont habilités admirent le fait d'être habilités, ceux qui ne sont pas habilités admirent l'absence d'habilitation. Le principe est donc que les uns admirent l'habilitation quand les autres admirent ce qui lui est opposé, la non-habilitation. Si le principe s'énonce clairement, la possibilité de sa mise en œuvre est moins chargée d'évidence. Autant il est facile de comprendre ce que peut admirer un reproducteur, les activités qui relèvent de la reproduction, autant s'il est difficile d'imaginer ce que peuvent être les activités en opposition avec la reproduction, activités admirées par le non-reproducteur. La même difficulté se présente lorsqu'on s'adresse aux dominants et aux dominés. L'un admire les activités liées à la mobilisation de la force de travail, l'autre l'opposé de ces activités. On éprouve quelques difficultés à comprendre ce qu'elles peuvent être. Afin de résoudre ce problème, il faut abandonner l'idée qui consiste à mettre en opposition les activités elles-mêmes. Il est préférable de rechercher des traits inhérents à chacune de ces activités, puis de mettre ces traits en opposition. Nous retiendrons deux traits. Ce choix vient de ce que les activités, quelles qu'elles soient, transforment ce qui est. Leurs différences doivent être recherchées dans la nature de ce qu'elles transforment ainsi que dans la visée de la transformation. 1 degré. La transformation s'applique à des êtres dont la nature, pense-t-on, appartient à l'un des deux types suivants. Ceux dont le substrat est matériel, ceux dont le substrat est immatériel, ils existent sans matière. Nous tenons là la première opposition, matériel-immatériel ou matière-esprit. 2 degrés. La transformation présente un intérêt pour celui qui l'entreprend. Mais à quel moment ce dernier survient-il ? Deux cas sont concevables. Il se peut que l'accomplissement de l'activité suffise à satisfaire celui qui l'accomplit. L'intérêt est tout entier localisé dans le faire. Il se peut aussi que seul le résultat induit par l'activité intéresse. L'intérêt est localisé dans l'utilisation du produit. La seconde opposition met en tension les verbes faire et utiliser. Ces deux oppositions, matière-esprit et faire utilisé, suffisent pour mettre en évidence une propriété fondamentale, chaque place a une valeur qui lui est propre. Parlons tout d'abord des reproducteurs. Ils mettent au monde des enfants qu'ils élèvent, c'est là ce qui pour eux est admirable. Or, élever des enfants suppose un approvisionnement correct. Ceux que l'on élève méritent le support matériel nécessaire à leur autonomisation. La dimension matérielle de la vie est, pour les reproducteurs, une préoccupation constante. Dans l'opposition matière-esprit, ils se rangent du côté de la matière. En outre, faire pour eux n'a d'intérêt que si le produit permet d'élever les plus jeunes selon les normes en vigueur. À ce titre, faire en tant que tel importe peu, ils produisent afin d'utiliser le produit. Des deux termes de l'opposition faire-utiliser, ils valorisent le terme utilisé. Les caractères inhérents aux activités des reproducteurs sont donnés par le couple, matière plus utilisée. Les non-reproducteurs admirent l'opposé de ce qu'admirent les reproducteurs. Cela signifie que les activités qu'ils recherchent sont caractérisées par les traits opposés au couple, matière plus utilisée. Il s'agit du couple, esprit plus faire. Ils valorisent la dimension spirituelle de la vie,
et préfère faire plutôt qu'utiliser. Les membres de la collectivité qui sont habilités à mobiliser la force de travail, les dominants, le font aux fins de production. Organiser la production constitue donc leur préoccupation principale. Produire consiste à mettre en œuvre un savoir-faire pour transformer la matière. Aussi, manifester de l'intérêt pour des activités liées à la production, c'est en manifester à la fois pour le faire, savoir-faire, et pour la dimension matérielle de la vie, transformation de la matière. Les occupants de cette place sont attachés au couple, matière plus faire. Le dominé, celui qui attend que le dominant mobilise sa force de travail, valorise le couple opposé, esprit plus utilisé. Chaque place a un pied dans les deux champs, un dans celui de la reproduction, l'autre dans celui de l'approvisionnement. Elle valorise donc des combinaisons d'activités empruntées à ces champs. Les traits qu'en tant que porteurs de place, les membres de la collectivité apprécient, sont le reflet de ces combinaisons d'activités. Le tableau ci-après présente les traits combinés. Examinons chaque place et traitons-les selon les règles suivantes. Première règle. Toutes les places reçoivent une assignation dans l'ensemble des oppositions, matière-esprit, et faire utilisé. Le trait qui donne sa coloration à la place est celui qui est redoublé, matière plus matière, ou esprit plus esprit, ou faire plus faire, ou utiliser plus utilisé. La seconde règle concerne l'apparition de traits en opposition, matière plus esprit, ou faire plus utilisé. Ces occurrences sont toutes d'une inconséquence. Elles ne le seront pas, si l'on réussit à articuler logiquement les deux termes opposés. On trouvera dans le trait qui colore la place le fondement de cette articulation. R. Le reproducteur dominant. Seule la dimension matérielle de la vie intéresse le reproducteur dominant, matière plus matière. Il envisage de vivre dans les conditions matérielles les meilleures. Il vise donc le confort le plus grand. Le reproducteur dominant met tout en œuvre afin de bénéficier d'une vie confortable. Il fabrique et utilise les produits obtenus, dans cette perspective. Sa vie s'organise autour du programme suivant, faire produire puis utiliser, consommer, afin d'accéder au confort. Le confort donne sens à sa vie. Le terme confort est le mot qui désigne la valeur. N. Le non-reproducteur dominé. À l'inverse du reproducteur dominant marque déposée, le non-reproducteur dominé, N, valorise la vie spirituelle, esprit plus esprit. Les porteurs de cette place envisagent de vivre comme de purs esprits. Le problème pour les êtres humains est qu'ils sont lestés par la matière, ce qui les perd. L'humanité doit donc se transformer en se dépouillant de ce qui est matériel, si elle veut accéder à l'esprit. Réalisant cette performance, elle se purifie et ainsi se sauve. Le salut est la visée de tous. Chacun s'engage sur un chemin le long duquel il doit se dépouiller de la matière, faire, pour établir des liens avec le pur esprit, utiliser, cela en vue d'obtenir le salut. La valeur qui met en marche le non-reproducteur dominé est le salut. N. Le non-reproducteur dominant. Il valorise les activités de transformation, faire plus faire, éprouvant plus d'intérêt à faire qu'à utiliser. En d'autres termes, ce qui préoccupe cette place, c'est la constante maîtrise du monde. Cela implique qu'il pense de ce monde qu'il résiste, qu'il se défend, qu'il tente de fuir, on n'a pas à maîtriser ce qui s'abandonne. Il y a de l'hostilité dans l'air. Cette manière de voir les choses sert à éliminer le doute qui pourrait saisir le non-reproducteur dominant en ce qui concerne la dimension matérielle et la dimension spirituelle de la vie, matière plus esprit. Ce qui permet de penser la maîtrise du monde, c'est l'esprit, ce qui résiste et ce dont est fait le monde, la matière. Les êtres humains, animés par l'esprit, valent par leur aptitude à arquer la matière. Ils n'y parviennent pas toujours, mais quand ils y parviennent, ils considèrent cela comme une victoire et en tirent fierté. Vaincre est donc le mot d'ordre. On conçoit que le prix de la victoire soit d'autant plus élevé que la résistance est forte, et surtout que le danger est important. La gloire éclabousse ceux qui ont vaincu en s'exposant au danger le plus grand, celui qui consiste à risquer sa vie. La gloire fait courir les êtres humains, pense-t-on ici. Elle est la valeur qui propose le sens. R. Le reproducteur dominé. Celui-ci n'éprouve pas le besoin de faire, il se borne à utiliser ce qui est déjà là, utiliser plus utiliser. Il n'imagine pas que le monde puisse se débattre, résister, ce qui justifierait qu'on le maîtrise. Au contraire, il le croit généreux.
le monde offre et il ne reste plus qu'à prélever. Cette offre se répète de période en période, les êtres humains n'ont pas à en douter. En d'autres termes, le monde se reproduit. Reproduction est le maître mot. Les êtres humains ne sont pas hors du monde, ils en font partie. Ils savent que leur survie dépend de la capacité du monde à se reproduire, et de leur propre capacité à le faire. Ils doivent donc à la fois préserver la fertilité du monde et celle de l'espèce humaine. Seules ont de la valeur les activités qui permettent de participer à la fertilité générale. Cela n'est évidemment pas fait pour déplaire à des reproducteurs. Cette manière de penser le rapport au monde offre les moyens de trancher le différend qui naît de l'intérêt simultané pour l'esprit et la matière. L'esprit est partout, il est au principe de la reproduction, c'est lui qui anime la matière, esprit plus matière égale l'esprit anime la matière. Il est garant de ce après quoi le vivant et donc l'humain court, la fertilité. Celui qui se montre fertile est valeureux. 4 places, 4 valeurs, le confort, le salut, la gloire et la fertilité. 4 valeurs, 4 raisons de se mettre en marche, 4 manières d'organiser la vie collective. Si l'on veut savoir comment cette organisation se réalise à l'intérieur de chacune des 10 formes sociales dont la liste fut dressée plus haut, il est nécessaire de repérer la valeur qui s'impose à chacune d'elles. L'attribution d'une valeur à une forme sociale ne peut se faire sans précaution. Nous connaissons la valeur que porte chacune des 4 places, mais nous savons que chaque forme sociale est constituée de plusieurs places. Il y en a 2 dans les cas qui nous occupent. La valeur qui naît dans les formes sociales est-elle une combinaison des valeurs associées à chaque place ? Il faut se souvenir que les formes sociales sont des ensembles de places ordonnées. La relation d'ordre est une relation de préférence stricte. En d'autres termes, une place est strictement préférée à l'autre. Cette place est celle de l'excellence, à l'inverse, l'autre place est celle de l'insignifiance. Par construction, tout ce que fait l'insignifiant est insignifiant, tout ce qu'il dit l'est aussi. Il s'ensuit que le texte qui découle de la valeur que l'insignifiant porte est déconsidéré, il ne sera pas entendu. S'il a été prononcé, il finira par ne plus l'être. En revanche, tout ce que fait et dit l'excel est admirable, il est le bien-disant. Sa manière de donner du sens à la vie est la bonne. La valeur portée par l'excel est adoptée par tous les membres de la forme sociale. Par voie de conséquence, toutes les formes sociales dont la formule commence par RP, vivent pour le confort, celles qui commencent par NP, vivent pour le salut, NP pour la gloire et RP la fertilité. Les 10 formes sociales peuvent être classées selon les 4 catégories issues de la valeur. Compte tenu du niveau auquel dans cet ouvrage est placée l'analyse, il est inutile de prendre en considération les 10 formes sociales. Il suffit d'en choisir une dans chaque catégorie. Le tirage ne se fera pas au hasard. Seront retenues les seules formes sociales dans lesquelles un reproducteur est accompagné d'un non-reproducteur, et un dominant d'un dominé. Excellent et insignifiant forment alors un couple dont les 2 composantes font l'objet d'une dénomination propre à chaque forme sociale. Pour le salut, l'excel est un clerc, l'insignifiant un laïc. Pour la gloire, le couple est constitué du guerrier et du civil. Pour la fertilité de la mère et du mâle, pour le confort du capitaliste et du prolétaire. Le sens, issu de la valeur, a cette vertu de rassembler les êtres humains autour d'une visée commune. Ils sont nourris du même désir, ce qui les rend aptes à communiquer et a priori, à œuvrer ensemble. Ce sont là les conditions au fondement de la vie collective. Mais avec le sens, rien n'est simple. Il est certes ce qui rend la vie collective possible, mais il est aussi ce qui la rend impossible. La valeur, disions-nous, désigne ce qui vaut en même temps que ce qui ne vaut rien ou peu. L'excel, par définition, s'entoure de ce qui vaut et rejette ce qui ne vaut pas. L'insignifiant, lui, devrait s'en contenter. De sorte que, dans les formes sociales hiérarchisées, l'excel accapare ce qui a de la valeur et laisse à l'insignifiant les choses de peu de valeur. Cette manière de distribuer les choses de valeur, entre les membres de la collectivité, porte le nom de ségrégation. Il y a ségrégation lorsque l'accès à ce qui vaut est réservé à une partie de la population, toujours la même, alors qu'il est interdit à l'autre partie, même si objectivement, ses membres possèdent les qualités qui leur permettraient d'y prétendre. Aucune forme sociale hiérarchisée n'échappe à la ségrégation. Or, cette dernière est véritablement un facteur abortif, elle empêche la naissance de la vie collective.
Il y a 2 raisons à cela. La première raison concerne l'auto-admiration. On se souvient du goût pour les exercices d'admiration dont font preuve les êtres humains. Chacun est non seulement prêt à admirer les autres, mais aussi à s'admirer lui-même. De ce point de vue, l'excel et l'insignifiant sont dans les mêmes dispositions. Ce dernier éprouve le besoin de se sentir admirable. Il doit donc se construire une identité sociale valorisante. Or, il est incapable de le faire puisqu'il vit dans un univers composé d'éléments sans valeur. L'insignifiant ne vaut rien parce que ce qui l'entoure ne vaut rien. Il refusera de participer à une aventure sociale pour lui, tellement désespérante, car inhumaine. La seconde raison concerne l'approvisionnement. La ségrégation donne naissance à un mot nouveau, celui de travail. Voici ce qu'il désigne. Sans la réalisation des opérations qui garantissent l'approvisionnement, la vie sociale serait impossible. Mais ce n'est pas parce que ces opérations doivent nécessairement être réalisées qu'elles le seront, il faut encore qu'elles aient de la valeur. Il se trouve que dans les formes sociales hiérarchisées, elles n'en ont pas. En effet, l'activité de celui qui approvisionne consiste à consolider les fondements matériels de la vie. Ceux qui se valorisent en se dépouillant de leurs attaches matérielles fuient ces lieux. Les excellents des formes sociales saluent, se tiennent à l'écart de l'approvisionnement. En outre, approvisionner consiste à transformer la matière, à imposer sa marque sur le monde. Ceux dont les préférences vont vers l'utilisation, utiliser plutôt que le faire, considèrent que la mise en œuvre des opérations liées au faire n'ont d'autre effet que de maltraiter leur environnement, la nature, ils refusent de s'en mêler. Les excellents des formes sociales fertilité sont dans ce cas de figure. Ils se détournent des opérations qui relèvent de l'approvisionnement. Les excellents de la forme sociale gloire expriment le même dégoût. Il faut dire qu'ils recherchent les lieux sur lesquels se déroulent des batailles meurtrières. L'espace de l'approvisionnement n'est pas organisé pour cela. Aux yeux de certains, il est même organisé contre cela. Il s'ensuit qu'ils ne valorisent pas le glorieux. Ils ne valorisent pas non plus l'excel du confort. Ce dernier est habilité à mobiliser la force de travail, et son activité s'arrête là. Il n'a pas à exécuter les gestes de l'approvisionnement. Comme ils sont à ses yeux sans valeur, il s'en tient loin. Dans toutes les formes sociales hiérarchisées, les excellents trouvent une raison pour ne pas participer à la réalisation des gestes de l'approvisionnement. Les activités valorisantes, celles qui font l'excellence, sont situées à l'extérieur du champ de l'approvisionnement, ou de cette partie du champ qui concerne la transformation même. Les gestes de l'approvisionnement sont donc les gestes de l'insignifiance, personne ne veut s'en charger. Ils constituent ce que l'on nomme le travail. Le travail est l'ensemble des gestes de l'approvisionnement que refusent d'effectuer les excellents. Dans les formes sociales qui valorisent la gloire, le salut, la fertilité ou le confort, il y a du travail. La vie sociale y est impossible puisque personne n'accepte de travailler. L'insignifiance n'est pas la seule tare qui pénaliserait ceux qui accepteraient de travailler. Ils feraient aussi l'objet d'une exploitation. L'excel effectue les gestes de l'excellence, à ce titre il ne travaille pas. Si quelqu'un travaille, c'est l'insignifiant. Le travail qu'il fournirait dans ce cas aurait 2 destinations. Une partie servirait à son propre approvisionnement, l'autre à l'approvisionnement de l'excel. Comme l'organigramme précédent l'indique, seule une partie du travail fourni revient à celui qui travaille. Cela est évident. L'excel ne peut donner à l'insignifiant du travail en compensation de celui que ce dernier lui livre puisque par définition, il ne travaille pas. L'excel excelle, en ce sens qu'il n'effectue pas des gestes insignifiants. Le travailleur, insignifiant, livre donc du travail gratuit à l'excel. Cette livraison porte le nom d'exploitation. Raison de plus pour dire du travail qu'il est une activité improbable. Qui peut souhaiter réaliser une activité insignifiante dont le résultat est pour partie fourni gratuitement à l'excel ? La valeur soude les partenaires mais rend impossible la vie sociale. Dans les sociétés hiérarchisées, elle expose l'insignifiant au mépris, ségrégation, travail et au pillage, exploitation. L'injustice dont il se sait l'objet provoque chez lui le rejet de la vie collective. Il faut toutes les ressources du registre pour occulter la nature contradictoire de la valeur. Le registre.
Les formes sociales hiérarchisées ne peuvent voir le jour et survivre qu'à la condition que les insignifiants aient l'impression d'échapper au mépris et au pillage. Ils échappent au mépris dès qu'ils trouvent quelque raison de s'admirer. D'évidence, on ne peut s'admirer que si l'on possède des signes qui renvoient à l'admirable, c'est-à-dire à l'excellence. Puisque l'insignifiant ne dispose pas des attributs qui font l'excel, c'est uniquement par l'imitation de ce dernier qu'il peut susciter l'admiration. Le registre lui offre 2 moyens pour le faire, l'imitation par les bonnes manières et les simulacres. Le premier moyen utilise les bonnes manières. L'existence de ces dernières n'est pas le fruit du hasard. La valeur, nous le savons, les désigne, puis le registre les archive. Dire qu'elles sont désignées par la valeur signifie qu'elles en sont les descendantes. Cependant, la filiation entre valeur et bonne manière n'est pas directe, elle suppose l'existence d'un échelon intermédiaire. En effet, la valeur fait connaître les opérations qu'il convient de réaliser pour être valeureux, excellent. La réalisation de ces opérations ne va pas de soi, elle suppose un effort, un sérieux, nous dirons une vertu. Les bonnes manières sont l'expression de cette vertu. L'excel n'est pas seulement celui qui effectue les opérations propres à l'excellence, il est aussi celui qui les effectue de manière vertueuse. S'il n'agissait pas ainsi, il prendrait le risque d'être déchu du statut d'excellent. Par extension, celui qui se conduit selon les préceptes de la vertu agit comme le font les excellents et à ce titre, il peut considérer qu'il est admirable. L'insignifiant vertueux, respectueux des règles de la morale, bonne mœurs, à ce titre imitateur de l'excel parce qu'il reçoit ainsi quelques éclats d'excellence, s'imagine admirable. L'opposition admirable-méprisable vient concurrencer l'opposition excellent, insignifiant. Chaque forme sociale, parce qu'elle est dotée d'une valeur spécifique, développe ses propres idées sur la vertu. NPR, le salut. La vie est un chemin au cours duquel les êtres humains doivent se dépouiller de la matière, afin de devenir de purs esprits. Les pratiques qui garantissent le dépouillement sont la clé du salut. Si elles ne sont pas mises en œuvre, point de salut. Le salut n'est pas donné, il s'acquiert. Les efforts qu'il faut fournir pour l'obtenir relèvent du sacrifice. S'il n'était pas douloureux de se séparer de la dimension matérielle de la vie, le salut serait donné. Le sacrifice est la condition du salut. Puisque le salut signe l'excellence, le sacrifice condition du salut, la signe lui aussi. Certes objectivement l'excellence est attachée à la place située au plus haut degré de l'échelle des préférences, et par là, à ceux qui effectuent les gestes opérations de l'excellence, les prêtres, mais dans la mesure où ces gestes supposent le sacrifice, ce dernier est diffuseur d'excellence. Les moi qui se construisent dans cette forme sociale, tout friands de salut, tous prêts à s'étalonner, utiliseront cette opportunité que leur offre la valeur. Par le sacrifice ils deviennent admirables. RPN, la fertilité. Le monde est fertile, il se reproduit. Puisque fertile, il est généreux, il donne la vie. Il ne demande rien en échange. C'est là le modèle de l'excellence, donner sans attendre de retour. L'excel, la mère donne, elle aussi donne la vie. Le don permet à chacun de se concevoir comme excellent, quelle que soit sa place véritable. Les moi qui naissent ici, trouveront dans le don le moyen de se sentir admirables. NPR, la gloire. Le glorieux est celui qui expose sa vie au pire danger et triomphe. Affronter la mort n'est pas à la portée de tous, il faut disposer de cette maîtrise de soi que l'on nomme courage. Le courage de s'exposer participe à la valeur de l'excel, le guerrier. Mais le courage n'est pas réservé aux seuls excellents, les insignifiants peuvent aussi en faire preuve et par là, appartenir à la sous-population de ceux qui sont admirables. RPN, le confort. Dans ce type de forme sociale, les moi se construisent à la croisée de 2 déterminants. Le déterminant dominant et le déterminant reproducteur. Parce qu'il reçoit l'influence du déterminant dominant, le moi est animé par la volonté de maîtriser le monde, faire. Il est rétif aux contraintes et cherche à s'en défaire. Il vise constamment l'indépendance. Au même moment, le déterminant reproducteur se manifeste. Le moi ressent comme essentiel la vie collective, vivre ensemble. Il est donc attentif à l'autre, auquel il accorde de l'importance. Il le sait doté des mêmes élans que lui. À ce titre, il ne se reconnaît pas le droit de lui imposer des contraintes. Le respect de l'autre est le second volet de ce type de personnalité.
L'organigramme ci-dessus est appelé grille des personnalités. Cette double détermination fait naître une contrariété. Les moi visent l'indépendance totale mais la présence souhaitée des autres y fait obstacle. La solution de ce problème se trouve dans une pratique, celle de la liberté-égalité. Les moi estiment qu'il est légitime d'agir sans contrainte et le font, indépendance. Après quoi, se situant à la même hauteur que les autres, ils se soumettent à leur jugement, respect de l'autre. S'il apparaissait, action accomplie, que cela ne convenait pas aux autres, ils accepteraient des pénalités. L'indépendance est nommée liberté dans le langage ordinaire de ces formes sociales, et le respect de l'autre est nommé égalité dans ce même langage. Ce qui justifie l'appellation donnée ici à la vertu, liberté-égalité. Elle signifie donc que chacun, après avoir agi librement, accepte d'être jugé par tous les autres et de se conformer aux effets du jugement, même s'ils vont à l'encontre de son intérêt. L'excel, celui qui mobilise la force de travail afin de produire, est le premier à s'y soumettre. En effet, celui qui le souhaite produit. Il fait ainsi la preuve de ce qu'il sait faire et de son indépendance. Les membres de la collectivité valident en consommant ou non ce qui a été produit. On parle de post-validation. Le producteur est récompensé s'il est validé, sanctionné s'il ne l'est pas. Il lui est impossible de produire à nouveau ce qui n'a pas été jugé socialement utile. Exceller consiste à calquer sa pratique sur ce modèle. Ainsi le prêtre se sacrifie, la mère donne, le guerrier s'expose avec courage, le capitaliste se soumet à la post-validation, ou liberté-égalité. À ce titre, ils sont vertueux. Si l'insignifiant veut imiter l'excel, il lui suffit de faire sienne ses vertus, le sacrifice pour le salut, le don pour la fertilité, le courage pour la gloire, la liberté-égalité pour le confort. Ce faisant, il peut prétendre à l'admiration des autres, même lorsqu'il effectue cette activité qui porte le nom de travail. Ce que, contre toute attente, il fera. En effet, travailler est un sacrifice, livrer du travail gratuit en est un aussi, mais c'est justement grâce à cela que l'insignifiant approche l'excellence. En d'autres termes, le travail, dans les formes sociales avec salut, est l'un des instruments capables de rendre admirable. Il garde cette propriété dans les formes sociales organisées, autour du thème de la fertilité. Ici, l'insignifiant en travaillant donne, il donne son temps, il donne encore en livrant à l'extérieur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.